Nima Karimi, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, est-ce qu'il y a une société, donc à part la vôtre, les vôtres, évidemment, que vous auriez bien aimé fonder, que vous admirez pour une raison ou pour une autre, et que vous vous dites, merde, si j'avais eu l'idée, ça aurait été pas mal quand même. Alors, peut-être une des boîtes que j'admire le plus, c'est Stripe, qui est une boîte qui a une couverture qui est quand même assez dingue, avec une ligne de produits qui est juste génialissime. Et c'est peut-être une des seules fintech qui a vraiment une envergure très mondiale. Donc Ouais. voilà, c'est un exemple assez unique. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent aussi sur le vôtre, Nima Karimi, cofondateur non pas de Stripe mais de Silver. Silver, c'est une fintech aussi française créée en 2020 dont l'objectif c'est de financer la croissance d'une entreprise tout en lui permettant de garder la main sur son capital et donc sur son indépendance quelque part. Ça s'appelle le revenue-based financier et vous êtes d'ailleurs le leader européen de ce financement innovant. C'est très technique, c'est un peu difficile à illustrer, mais néanmoins je vais vous poser la question. Comment est-ce que vous pouvez vulgariser ça le plus simplement du monde? Avec Silver, c'est très simple en fait. On réinvente la manière dont les entrepreneurs du digital se financent. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir des banquiers et de présenter des bilans, etc., pour parler un peu de sa boîte et de se financer, nous, ce qu'on fait, c'est très simple. On vient analyser les données qui sont produites par les entreprises et on vient leur proposer un financement en 24 heures. Donc en fait, on a développé une technologie qui nous permet d'aller beaucoup plus vite que tout ce qui existe aujourd'hui. Les banquiers allaient beaucoup plus vite. Ce que vous reprochez, entre guillemets, si je lis à travers les lignes, c'est qu'avec les banques traditionnelles, le système traditionnel, c'est que ça va pas assez vite. Or, quand on est une start-up, on a besoin d'aller vite, en gros. C'est ça. Alors, je l'ai résumé comme ça, mais c'est pas exactement ça. En fait, quand on a une boîte tech, quand on a une startup, généralement, on a deux manières de se financer. Soit on peut aller voir des banques, mais généralement, ce qui est compliqué, c'est les garanties qu'on n'est pas capable d'offrir aux banquiers. Pourquoi? Parce que quand on a une boîte dans le web, généralement, on a peu d'actifs. Qui dit peu d'actifs dit peu de garanties, donc financement bancaire compliqué. De l'autre côté, l'autre option, c'est d'aller voir des VC, donc des investisseurs en capital. Mais là, en fait, c'est peut-être même pas 1% des entreprises qui arrivent à se financer par du VC, mais parce que le VC n'est pas fait pour ça. Le VC est là pour financer uniquement des sociétés qui peuvent atteindre des valorisations très élevées sur des marchés hyper gros, etc. Donc ça reste très très sélectif. Et au milieu des deux, ben, vous avez des dizaines de milliers d'entrepreneurs en Europe qui ont beaucoup de potentiel de croissance, et c'est eux qu'on vient financer avec un nouveau modèle. C'est eux que vous venez financer, on en reparlera ensuite, mais vous parlez de sélection à l'instant. Ces boîtes n'ont pas de garantie, évidemment. Donc la sélection, ça passe par vous et ça passe par votre flair, j'imagine. Complètement. En fait, ça passe par notre capacité à pouvoir analyser les performances des entreprises d'une manière complètement différente. Nous, au lieu de regarder des bilans comptables, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se connecter sur l'entreprise directement. Donc, on va se connecter sur son logiciel de facturation, sur ses encaissements, sur ses régies publicitaires. On vient se connecter sur ses comptes bancaires professionnels, etc. Et en fait, c'est en se branchant sur les entreprises qu'on arrive à avoir une vue très précise de ce qui se passe en temps réel, et c'est basé sur cette donnée-là qu'on va être capable de prendre des décisions de financement. Donc, vous scannez la data du présent, si je puis dire, et à partir de cette data, vous faites une espèce de bilan un peu prospectif, en gros, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, on se connecte, on récupère cette data. Cette data nous sert à projeter le revenu futur des entreprises et on vient transformer ce potentiel de revenu futur en financement tout de suite. Et donc, d'où le terme de revenue-based financing, c'est la transformation du revenu futur en liquidité immédiate. Alors, c'est amusant. Vous travaillez essentiellement avec les startups. Donc, Silver existe depuis 2 ans. Donc, évidemment, 2 ans, c'est à la fois beaucoup et assez peu. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà, comment dire, estimer la fiabilité et vos succès et vos erreurs, si je puis dire? Est-ce que vous avez toujours financé les bonnes boîtes ou alors, au bout de 2 ans, est-ce que vous voyez déjà que là, peut-être quand même que ça va pêcher. Ce qu'on avait imaginé n'est pas encore au rendez-vous, quoi. Bah, c'est un modèle qui est évidemment qui est en construction, hein. Quand on a démarré début 2020, on a financé une dizaine de boîtes. En 2021, on en a financé une centaine. Cette année, on en finance plusieurs centaines. Et donc là, on commence à pouvoir mesurer les écarts entre les prévisions de chiffre d'affaires qu'on avait faites sur ces boîtes-là et la réalité de ce qui s'est passé. Bah, en fait, parfois, on a sous-estimé le potentiel, parfois, on l'a surestimé. Et donc, forcément, il y a des écarts qu'on corrige au fur et à mesure du temps.
et qu'on essaie de retrouver un équilibre. On ne peut pas parler vraiment de vocation pour ce métier, Nima Karimi. Qu'est-ce qui le déclic de cette idée de Silver est venu comment? Qu'est-ce qui vous a apparu comme une évidence? Bah, en fait, c'est très simple. Je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années maintenant. Quand j'ai cédé ma dernière boîte il y a maintenant 3 ans, je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, comment est-ce que tu peux aider d'autres entrepreneurs à réussir? Quel est le pain, quelle est cette douleur que tu vas pouvoir soulager auprès des entrepreneurs du digital? Et pour moi, c'était assez évident qu'arriver à simplifier l'accès au financement était la manière d'avoir un maximum d'impact sur la réussite des entrepreneurs et sur l'écosystème du digital en général. Et donc, j'ai cherché à créer un service que moi-même j'aurais voulu connaître à l'époque. Et c'est comme ça que je suis arrivé sur le revenue-based financing et sur Silver. Alors, le financement de ces entrepreneurs que vous financez, justement, ça va jusqu'où? Ça dure combien de temps? Est-ce que vous avez un petit peu régulé, disons, cet accompagnement? Je dis accompagnement parce que peut-être, en plus du financement que vous faites, il y a aussi des coulisses, disons. Exactement. En fait, c'est un modèle de financement qui est à la demande. C'est-à-dire que nous, on va pouvoir financer des entreprises en 24 heures sur des maturités qui vont être relativement courtes. Donc, on va être entre 6 et 12 mois, mais on va pouvoir les refinancer au fur et à mesure de leur croissance, puisque c'est un modèle qui est automatisé. Donc, à la grosse différence d'un prêt bancaire, généralement, où vous avez une maturité moyenne de 4-5 ans, chez nous, la maturité va être plus courte, mais les possibilités de refinancement vont être beaucoup plus fortes. Et c'est ce qui se passe avec notre portefeuille client. Là, 98% de notre portefeuille client est refinancé. Et voilà, on vient consommer de la ressource en fonction de ses besoins. Et donc, il n'y a pas de plafond. C'est-à-dire que si vous rencontrez demain un entrepreneur dont vraiment l'idée vous paraît révolutionnaire et selon vous va changer le monde, c'est un vrai coup de cœur, on pourrait dire, il n'y a pas de plafond. Vous pouvez financer le plus haut possible. Alors, non, alors on ne finance pas des idées. Nous, on finance uniquement à partir de la performance. Donc nous, Oui, oui. on ne s'appuie pas sur des business plans, des decks, etc. Donc, on regarde la performance et on vient financer face à une performance. Et nos limites d'exposition, d'encours qu'on va avoir sur chaque entreprise va être dépendante du chiffre d'affaires qu'elle réalise, de sa croissance, etc. D'accord. Vous en avez un peu. C'est les entrepreneurs qui choisissent de se financer autant qu'ils peuvent. Enfin, c'est vraiment un financement libre à la demande où les entrepreneurs viennent tirer le financement dont ils ont besoin. Entendu, donc on en a un peu parlé, vous en avez un peu parlé de ce déclic. Vous avez dit, j'avais envie d'aider les jeunes entrepreneurs et de créer quelque chose qui n'existait pas quand moi j'ai monté ma première boîte. Donc vous êtes mentor, j'ai vu ça sur votre LinkedIn. Quels conseils vous donnez aux entrepreneurs? Comment est-ce que vous les coachez? Enfin, justement, si je retourne la question, les conseils que vous auriez bien aimé qu'on vous donne, vous, c'est peut-être ceux, j'imagine, que vous donnez aujourd'hui. Alors, le mentorat, c'est pas vraiment du conseil. Le mentorat, c'est uniquement du retour d'expérience. Donc voilà, donc moi, j'adore échanger avec d'autres entrepreneurs et raconter un peu ce que j'ai vécu. La Silver, c'est ma 4e entreprise. Et voilà. Et par le passé, ben, j'ai connu des échecs, des réussites également entrepreneuriales. Et je suis ravi de partager un peu toutes ces expériences avec d'autres entrepreneurs. Les échecs, Nima Karimi, que vous avez vécu, ils étaient dus à quoi? Peut-être pas tout le temps, j'espère, pas tout le temps la même chose, mais c'est les raisons, disons, les plus récurrentes, parce que c'est bien que vous en parlez, les raisons les plus récurrentes pour lesquelles un entrepreneur peut échouer, c'est quoi la plupart du temps? Sur ma première boîte, il y avait 2 problèmes. Ce qu'on appelle le time to market. Donc, j'étais un peu trop tôt sur le domaine sur lequel je suis allé. Plus le deuxième problème, c'est que j'ai pas réussi à financer mon activité. Donc, on revient un peu sur cette thématique du financement. Sur ma deuxième entreprise, qui était une demi-réussite, on va dire, on était sur un marché qui était très étroit. Et donc, du coup, pas avec un potentiel de croissance très fort. Donc voilà, c'est des actifs qu'on a cédés au bout de 2 ans. Donc voilà, donc il peut y avoir il peut y avoir mille et une raisons à des échecs et je pense que chaque expérience est unique en la matière. L'écosystème de start-up, d'entrepreneurs en France aujourd'hui en 2022, qu'est-ce qui vous inspire par rapport peut-être d'ailleurs à l'époque où vous avez décidé de monter votre première boîte aujourd'hui? Ça vous inspire quoi, toute cette start-up nation?
Alors 2022 va être une année très compliquée, hein. D'un côté, on a la chance d'avoir un écosystème en France et en Europe qui est de plus en plus développé. Euh, il est beaucoup plus facile de trouver des ressources, des partenaires, etc., pour pouvoir développer ces activités. Il y a beaucoup de logiciels qui nous permettent aussi, des outils qui nous permettent d'aller très vite pour créer des sites web, pour automatiser son encaissement, pour trouver des clients, pour faire de l'emailing, etc. Donc ça, c'est génial d'un point de vue écosystème. Par contre, les marchés se sont énormément tendus. Donc là, c'est le marché du financement des startups qui est très, très serré en ce moment. Et donc, c'est des temps qui sont un peu turbulents actuellement pour les startups. Et ce qui a changé aussi énormément, j'imagine, Nima Karimi, c'est l'accès au réseau. Enfin, aujourd'hui, n'importe quel entrepreneur, n'importe quel étudiant peut très facilement avoir accès à un réseau alumni, à une association, il suffit parfois d'envoyer un message sur LinkedIn pour avoir une réponse à ces questions et une aide précieuse, ce qui était peut-être pas le cas à l'époque où vous avez monté votre première boîte. Clairement, évidemment, l'écosystème n'était pas autant développé qu'aujourd'hui. Et je pense qu'en termes de mindset aussi, en termes de mentalité, les gens sont beaucoup plus vers l'ouverture en fait de leurs histoires, de leurs entreprises, etc. Alors peut-être il y a encore quelques années, chacun avançait un peu peut-être en vase clos, quoi. Donc, Une frilosité il y a quelques années, puis aujourd'hui, au contraire, cette envie, dont vous êtes un peu l'illustration de retour d'expérience et de causer, tout simplement. Merci infiniment, Nima Karimi, d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Dessineur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. merci Quentin, au revoir. À bientôt.